Alors avant d'introduire le prochain orateur, je vous avais vu sur vos sièges que vous avez des petits QR codes. Et donc vous pouvez cliquer dessus et on vous pose une question ou deux, notamment pour savoir comment vous connaissez l'association et donner votre mail éventuellement si vous voulez sur la liste de diffusion. Et puis je lance un appel, s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre dans l'association, on recherche aussi des bénévoles, qu'ils soient scientifiques ou pas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est une équipe bien sympathique et on fait de temps en temps quelques voyages intéressants. Le dernier voyage était au CERN, donc c'était quand même pas mal. Mais je pense que maintenant on ira peut-être visiter l'Institut du cerveau si on nous invite. Ah, Alberto. Voilà, merci. Pas loin. C'est pas très loin en plus, hein. Mais on est preneur, on est preneur. Voilà, donc je vais vous présenter Alberto Mucci, qui, comme son nom l'indique, n'est pas italien, tout aussi, il est italien. Donc il a commencé sa maîtrise en sciences biologiques à l'université de Milan. Après, il m'a dit qu'il a fait sa thèse à Milan. Il a fait ensuite un postdoc à l'université de Stanford, au département de neurobiologie. Et puis, finalement, il était aussi à Rome. Il est devenu chef de groupe à l'ICM. Maintenant, il est directeur de recherche DR1 au CNRS. Et il dirige une équipe à l'ICM depuis 2017. Et son thème de prédilection, c'est donc la physiologie des microcircuits corticaux. Et il a eu le prix Camille Voringer pour ses travaux notamment. Donc il travaille sur les circuits cérébraux de la perception sensorielle. Donc on est en plein dans la première question que j'avais posée au début. Qu'est-ce qui fait que nous existons à travers nos sens notamment? Et notamment, il étudie ce qui se passe entre les synapses, enfin plutôt entre les neurones, c'est-à-dire aux synapses, dans la transmission, la communication entre neurones, et qui conduit à des circuits spécifiques qui se créent, comme les circuits GABAergiques, c'est-à-dire souvent des circuits inhibiteurs de l'activité neuronale. Donc il travaille essentiellement sur le néocortex, donc la zone la plus complexe du cerveau, qui est une zone spécifique des mammifères, puisqu'il n'y a que les mammifères qui ont un néocortex. Et donc il étudie ce que deviennent ces informations sensorielles et les fonctions cognitives complexes. Voilà, donc je te laisse la parole, Alberto, pour 40 minutes, et nous aurons le temps, je pense, pour répondre à quelques questions. Merci beaucoup. En fait, tu as déjà dit tout. N'exagère pas. Ouais, non, merci pour l'invitation à cet événement. Et surtout, merci pour être venu. Comme on disait mes prédécesseurs, c'est très très important maintenant de vraiment, pour nous, le scientifique, c'est un exercice très très difficile. Et après, pour les scientifiques pas français, le faire en français, c'est encore plus difficile. C'est bien pour les cerveaux, j'espère. Si mon cerveau a passé un certain de... Ah, ok, désolé. Et du coup, vraiment, merci beaucoup, parce que c'est vraiment important un exercice de passer, on est toujours coincé dans notre laboratoire à faire notre manip, et après, vraiment, on s'est posé la question pourquoi c'est important, et de façon de le communiquer à quelqu'un qui n'est pas très expert, parfois c'est pas facile. Alors, désolé pour mon français, encore. Ça va être plein d'italianisme, je suis désolé. Et si vous, à un certain moment, vous ne comprenez pas, vous êtes un peu perdu dans la présentation, moi j'essayais de le faire le plus facile possible, mais sinon, si vous êtes un peu perdu, arrêtez, posez votre question. Et en fait, moi je suis terrifié par votre question parce que plusieurs fois, je n'ai pas la réponse. Donc là, après, ça va être un peu un exercice de free climbing, mais on va essayer. Alors, en fait, les titres que c'était donné, la symphonie des neurones, comment comprendre leur harmonieuse connexion. Alors, toujours, on va parler de notre cerveau, qui, comme on disait avant, notre cerveau est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et en particulier, je voudrais poser votre attention sur cette partie du cerveau. C'est la partie la plus superficielle. En fait, superficielle, ça s'appelle le cortex, ça veut dire la partie la plus superficielle. Et c'est la plus récente au niveau d'évolution, parce qu'il arrive pendant l'évolution seulement au niveau des mammifères. Et c'est 2 mm presque
de tissu cérébral qui contient nous, en fait. Après, c'est pas vrai, complètement, mais parce que la cortex, qui est la plus récente du cerveau, elle a beaucoup de fonctions. Là, j'ai listé 5 les plus importants. C'est le lieu où les sensations, la vision, l'audition, tout ça, il arrive. C'est la destination finale de tout l'input sensoriel. Et c'est important parce que ça nous aide à comprendre ce que nous voyons, tendons, symptômes, boutons, arrêt symptômes. Après, c'est très important pour le contrôle moteur. Du coup, chaque expérience sensorielle est une expérience sensorimotrice, parce qu'en fait, tout que nous voyons, c'est parce que nous mouvons les yeux, tout ça. C'est très important pour la cognition, l'intelligence, parce que c'est important, parce que c'est le lieu où il y a l'attention, la perception, la mémoire, le langage, résolution des problèmes, essayer de résoudre des problèmes, et prise de décision, même si moi je pense qu'on ne prend jamais aucune décision du tout en fait, mais ok, on a l'illusion de prendre des décisions, voilà, on dit comme ça. Et après, c'est important pour le comportement émotionnel et social, empathie, émotion, trait de personnalité, intégration d'informations et tout ça. Et comment ça marche? Moi, j'essaie de vous donner un petit morceau, une petite perspective, un petit angle, parce qu'en fait, c'est très très compliqué. Et moi, je parle, c'est très difficile à dire. En fait, le boulot du scientifique, de la recherche fondamentale, c'est comment ça marche, comment c'est possible que cette fonction se forme dans notre cerveau et nous arrivons à comprendre qu'est-ce que nous en trois en fait. Alors, encore, là, on a le cerveau de différentes espèces de mammifères. Et je suis désolé, Bassem n'est pas là, mais je n'ai pas mis la drosophile. Okay. Elle est là. Désolé, Bassem, je n'ai pas mis la drosophile dedans. Ok, ça c'est la drosophile. Ces points-là, c'est peut-être la drosophile. Mais qu'est-ce qu'ils ont, toutes ces espèces en commun? C'est qu'ils ont le cortex cérébral. Okay? Du coup, cette petit feuillet à l'extérieur du cerveau, que c'est très important pour tout que nous faisons, que nous pensons. Alors, si on prend la souris, on peut dire, même chez la souris, en fait, que le néocortex est fondamental pour la plupart des fonctions cognitives, comme nous. Et soit le traitement sensoriel, du coup, la vision, il y a les yeux, il arrive, tout que nous voyons, en fait, elle arrive à la fin au cortex visuel. Et pour la flexibilité cognitive, comme je dis, la prise de décision, on n'a aucune prise de décision. C'est illusion de prise de décision, en fait, je mange là ou je mange là. Là, c'est surtout, en fait, fait au niveau du cortex préfrontal. Du coup, même au niveau du cortex, on a une diversité des zones qui sont députées et à différentes fonctions. Et à la fin, c'est l'intégralité de l'activité de toutes ces zones qui après donne un comportement complexe, chaque comportement complexe. Ok, si on se focalise sur le traitement sensoriel, par exemple, je vais en fait vous montrer comme il y a même chez la souris que ce n'est pas un organisme. Les souris, en fait, ils n'aiment pas être dans la lumière, ils sont des animaux nocturnes. Si maintenant il y a une souris ici, il va courir le bord du mur et il ne voit pas très bien, même s'il y a beaucoup d'espace de la cortex visuel ici. Mais en fait, la vision est étudiée beaucoup maintenant chez la souris parce que c'est un organisme qui est très amenable au niveau génétique. Et du coup, on peut vraiment dissectionner tous les circuits au niveau génétique et c'est pour ça qu'on travaille sur ça. Et il y a deux comportements qui sont vraiment des comportements visuels qui nécessitent de la vision, même chez la souris. Ça s'appelle le Lumen test. Et quand je le traduis, c'est vraiment le test menaçant. Et c'est un comportement défensif inné, exhibé par une proie. Et la souris est une proie. C'est mangé par tous les prédateurs, presque, en fait. Et s'il y a une rapace qui vole et qui cruise, ça c'est en anglais, cruising, ça veut dire en fait qui fait comme ça. La réponse de la souris c'est de se bloquer, freeze,
comme ça. Si en fait les rapaces descendent pour lui prendre, il s'échappe. Et ça, je vous montre, c'était fait en fait dans une boîte. On met un écran sous la toite de la boîte, on met une petite maisonnette dans la boîte, et la souris, s'il voit quelque chose qui bouge comme un cruising, il s'arrête, et s'il avait quelque chose qui fait une loom, qui s'approche, il s'échappe. Et là, je vous montre comment ça marche, si ça marche, j'espère. Ça, c'est une vidéo, c'est un peu long, pareil, on peut faire un peu de commentaires avec cette vidéo. Hein. Du coup, là, c'est la souris. Vous voyez, ça, c'est l'écran, que c'est là. Ça, c'est la souris, toute contente. Ça, c'est sa petite maisonnette. Et ça, c'est la vitesse. Maintenant, quand il arrive là-dedans, hop, échappe. OK? Maintenant, parce qu'il pensait en fait qu'il est arrivé un oiseau. Ça, c'est Ina. Hein? Ces souris, il n'a jamais vu un oiseau dans sa vie. Ouais. Et là, c'est quelque chose, vous voyez maintenant la souris, il fait quelque chose, il arrive là-dedans, hop. Vous voyez, ça c'est comme un oiseau qui est, et ça freeze. Et après, oui, ça reprend sa vie. Pas très intéressant dans sa boîte vide, voilà, il va explorer la boîte vide, ok, qu'est-ce qu'on a. Après, il y a combinaison de deux. Quand il y a les looms et les mouvements, puis les sweeps, plus loom. Et vous voyez maintenant qu'est-ce que ça passe. Du coup, là, il arrive. Maintenant, il arrive dans les centres de la boîte. Vous voyez. Et ça, c'est un comportement qui dépend. Hop, il s'arrête. Et après, il a loom, hop, et s'échappe. Et du coup, là, c'est quelque chose. Cette souris, il doit comprendre qu'est-ce qu'il voit. Il faut qu'il voit quelque chose. Parce que si il est aveugle, il a pas de réponse. Il faut qu'il comprenne qu'est-ce qu'il voit. Et après, il doit déclencher un comportement à seconde de qu'est-ce qu'il voit. Okay? Et après, il y a un autre comportement visuel, en fait, parce que lui, il est en proie, mais peut-être aussi un prédateur. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous dit qu'il y a toujours quelqu'un plus grand de nous. Et si on met un grillon dans une boîte, ça c'est le grillon et ça c'est la souris, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Lui, la souris, il a faim. Il a faim. Et le moment qu'il voit qu'il y a un grillon, il cherche de l'échapper, vous voyez. Ça c'est... Mais les grillons les plus... En fait, il faut étudier les grillons, je pense, pas les et justement, il arrive, et il mange. Okay? Et même ce comportement est un comportement qui dépend de la vision. Il faut vraiment qu'il voit les grillons, après qu'il forme une représentation dans sa tête, qu'il dise, ok, ça c'est un grillon, ça c'est quelque chose que je peux manger, moi j'ai faim et je vais à lui prendre. Du coup c'est ça. Comment ça marche? On a un objet réel qui est vu par la souris, par l'œil, elle est transmise au cortex, il y a un traitement sensorial dans la tête, et après il y a une perception. Okay, de quelque chose. On a une perception. Ok, ça c'est quelque chose qui a cette forme ici. Oui. Quelle est la différence ici entre une souris qui fait travailler son cortex et la drosophile qui allait d'un endroit à l'autre tout à l'heure? Il n'y a pas de cortex, la drosophile, si j'ai bien compris. Non, mais ça, c'est ça que je veux dire en fait, c'est ça. C'est ça un peu la différence. C'est qu'il y a le cortex. Il apprend à donner une interprétation. Oui, mais c'est vrai en fait. Même les organismes qui n'ont pas le cortex, ils peuvent avoir un comportement complexe. Okay? Et le cortex, en fait, c'est très important pour l'apprentissage et pour donner une perception, les perspectives, une représentation interne de qu'est-ce que c'est après qu'est-ce qu'on a appris en fait. Et je ne sais pas si dans la drosophile c'est pareil, mais... on ne va pas avoir une petite discussion là-dessus. Mais oui, oui, les mouches apprennent et ils apprennent selon les conditions et est-ce qu'ils ont faim ou pas faim, ça change beaucoup, etc. Tout ça, et ça travaille dans des parties spécialisées du cerveau, etc. Ok.
Du coup, là, c'est fait dans le cortex, chez la souris, d'apprendre un objet et de lui donner en fait une interprétation, quelque chose que je peux faire avec, dans ce cas-là, essayer de manger. Okay? Et comment ça marche? Comment c'est possible que ça arrive, ça, dans le cortex? Et, again, si on prend un cerveau de la souris, on le coupe dans ces sens là-dedans. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans ce cerveau-là. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? Ça, c'est la coupe du cerveau. Et cette partie-là, c'est la partie du cortex cérébral. C'est la partie la plus épaisse ici, en fait. Et si on le met encore plus sous le microscope, ça, on voit cette belle forêt de neurones qui font partie du cortex, qui est organisé en couches. Chaque couche a des fonctions. En fait, l'entrée sensorielle arrive ici. Après, c'est transmis par là, et après, ça sort, arrive par ici. Après, ça sort du cortex. Du coup, l'information sensorielle arrive est traitée entre ces couches de neurones. Vous voyez, chaque neurone, il est en partie que c'est comme une ampoule qui s'appelle corps cellulaire. Et après, il y a comme quelque chose qui monte jusqu'à toute l'épaisseur du cortex, arrive jusqu'à la surface. Là, c'est la surface du cerveau, en fait, la surface de la tête. Et cette file s'appelle le dendrite. En fait, le dendrite, c'est un peu comme une antenne, hein? Je ne sais pas comment on dit en français, une antenne, qui parfois il faut parler avec le mot italien, c'est plus possible. Et qui sont, et cette ampoule, le corps cellulaire, c'est où les stimulus électriques est généré et qui part. Du coup, il arrive, l'information arrive par là, passe sous ce fil, arrive par là, et après c'est transmis dehors du cortex. Et en fait, c'est ça qui c'est pour moi très intéressant. Normalement, qu'est-ce qu'on a quand on voit quelque chose? Après, dans notre cerveau, il y a le percept, la perception, c'est comme une photographie, non? Parfois, c'est vu comme quelque chose, l'image est transmise en notre cerveau, comme si c'est vraiment une photographie qui arrive au cerveau. Mais en fait, qu'est-ce que ça passe réellement? C'est que les neurones émettent cette petite truc électrique qui s'appelle potentiel d'action, et on a déjà parlé de ça. Il fait cette décharge de potentiel d'action. Ça, c'est le potentiel d'action qu'on a enregistré du neuron cortical, et qui, vous voyez, ils ont une séquence temporelle qui est très très aléatoire, mais il n'est pas vraiment aléatoire, mais et tous ensemble, en fait, génèrent une activité des réseaux électriques qui est la conséquence, la somme de l'activité de tous ces neurones ici. Okay? Et toute cette activité des réseaux a un significat très important, c'est un langage du cerveau. En fait, cette activité l'activité de ces neurones sont importants pour la codification, par exemple, du grillon et de la forme et du significat et de la sémantique et de ce que nous voudrions faire avec ces grillons-là. C'est tout codifié par cette séquence temporelle de potentiel d'action aux spikes, comme on dit en anglais, c'est spikes. Et en fait, si on pense le cœur, il travaille le langage du cœur et du muscle est un message mécanique. Le système mécanique, le système qui est utilisé, le langage qui est utilisé par le cerveau est un langage statistique. C'est toujours environ tous ces neurones qui déclenchent cette spikes, tous ensemble. La propriété statistique temporelle de cette comment sort la perception de grignon. Et en fait, cette activité et la perception des grillons arrivent parce qu'il y a un mariage étroit, un mariage indissoluble, même
en dessous, même pas le Vatican, c'est le mariage les plus religieux de la Terre, en fait, entre le neuron excitateur et le neuron inhibiteur, qui en fait s'appelle interneuron, parce qu'il projette seulement dans le cortex, et du coup là c'est interneuron. Ces neurones principaux, ils transmis dehors le cortex. Okay? Et du coup, vous avez, ça c'est le neuron principal, sont les rois. Là, ils sont les parents du cortex, que ce soit qui reçoit l'information et transmet l'information. Ce sont les chefs. Et après, il y a tous ces petits neurones qui sont dans les autres, qui modulent la transmission d'information. Ça marche comme ça. L'excitation, c'est fait comme ça. Quand il y a un neuron qui génère une spike, si le neuron est excitateur et du coup il utilise le glutamate comme neurotransmetteur, l'autre neuron est excité aussi et du coup là les deux sont excités. Si en fait le neuron présynaptique qui vient avant est un neuron inhibiteur, ce qui lui vient après, c'est une inhibition. Du coup, le neuron est interdit de déclencher un autre spike. Alors là, c'est excitation, là, c'est l'inhibition. Mais pourquoi on a l'excitation et l'inhibition? Pourquoi on a une inhibition, en fait? Et on a besoin d'inhibition. Alors, l'excitation et l'inhibition sont indissociables. On a l'inhibition qui dit le neuron numéro 1 dit au neuron numéro 2 arrête, arrête, arrête. Ça, c'est comme un feu rouge. Et après, quand il y a l'excitation, ils disent vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, c'est toujours un stop and go, stop and go, stop and go. Mais si nous, chacun de nous, en fait, se met dans les pieds d'un neuron, qu'est-ce qu'il voit, en fait, c'est quelque chose comme ça. En fait. C'est pas du tout stop and go, mais c'est une intégration de plusieurs signaux de stop et plusieurs signaux du go. Ok? Du coup, celui-là, c'est exactement celui-là. À ce moment-là, okay, chaque moment, il doit intégrer beaucoup de signaux de stop et beaucoup de signaux de go. Parce qu'en fait, l'inhibition et l'excitation sont indissociables parce que l'inhibition est embedded, je ne sais pas comment on dit en français, c'est immersé dans l'excitation. Du coup, là, c'est clairement, ça c'est les circuits s'appelle de feed-forward inhibition, l'inhibition feed-forward. Courage avec ça. Mais en fait, ça c'est quelque chose qui est toujours, comme on a une excitation, il y a toujours aussi une inhibition. Mais pourquoi? Alors, la première chose, c'est pourquoi il y a l'excitation qui arrive avec des séquences temporelles de spikes, l'inhibition, séquence temporelle de spikes qui freine. Du coup, là, celui-là dit vas-y, 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 vas-y. Celui-là dit freine, freine, freine. Et après, lui, il sort une intégration de ces deux signaux. Okay? Mais pourquoi nous avons besoin de cette inhibition encore? Je n'ai pas répondu à cette question. Pourquoi on a besoin d'inhibition? Parce que pourquoi l'évolution n'a pas décidé de faire, en fait, on a un neuron comme ça, qui parle avec ces neurones-là, okay, et qui peut, de façon analogique, un peu moduler la force de transmission. On a toujours besoin de l'inhibition. Mais il y a plusieurs conséquences. Plus que des réponses, je donne des conséquences. Alors, sans inhibition, et on a un réseau de neurones qui est excitateur, le traitement d'information, c'est exactement comme ça. Tout le monde veut parler, et du coup, là, on a un bouchon de trafic sur la périphérie que tout le monde veut passer, et en fait, c'est ça. OK? Du coup, on a besoin de quelqu'un qui contrôle qui parle et qui ne parle pas, ou d'atténuer le message, parce qu'en fait, les signaux d'information ne soient plus réguliers et qui marchent. Maintenant, moi je parle, vous ne parlez pas. Si moi je parle et vous parlez tous ensemble, ça va être une situation comme ça. OK? Très italien aussi. OK. Alors,
Ces neurones s'appellent GABAergiques parce qu'ils utilisent GABA. Il s'appelle GABA, c'est un truc chimical là. Mais ça veut dire qu'ils utilisent cet neurotransmetteur GABA qui est un inhibiteur. Et vous voyez, ils sont rares. Ça, c'est une coupe d'un cortex d'une souris. Et chaque truc vert, c'est un neurone GABAergique. Et sont presque un quart de l'ensemble de la population neuronale. Mais leur fonction est très importante parce qu'il prévient l'excitation incontrôlée, qui est une activité épileptiforme. Si je n'ai pas d'inhibition et que j'ai excitation, si je bloque l'inhibition, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a une crise épileptique. Alors ça, c'était l'activité du neurone normal. Si je bloque l'inhibition, c'est ça que j'obtiens. Non, pas ça. Ok. Ah, il marchait avant, maintenant ça ne marche plus. Ok. Attendez. Voilà. Et maintenant ça marche, vous voyez, ça c'est une crise épileptique. Ça, seulement en bloquant l'inhibition. Okay? Du coup là, c'est très important que l'inhibition, il détermine la capacité du neurone à parler en fait. À parler, dans nous les scientifiques, on dit les dynamic range de la capacité de parler. Du coup, c'est pas de cette façon-là à cette façon-là. Mais en fait, c'est plus sophistiqué que ça, parce que les interneurones inhibiteurs, les neurones inhibiteurs, contribuent dans la computation du réseau neuronal. Ça, c'est très important. Ils contribuent à la computation neuronale, c'est à la fin celui qui donne la perception de ce que nous voyons, du grillon, par exemple. Il le donne de deux façons. La première, c'est arithmétique, mais je ne veux pas dedans. La deuxième, c'est de timing. Et maintenant, ça, c'est très important. Le timing de la réponse, de la décharge de chaque neurone. Et en fait, c'est un peu comme un orchestre, vous voyez. On a tous les joueurs, les instruments. Et après, il y a un directeur qui ne joue rien, en fait, et qui disent à tous comme jouer. En fait, la principale responsabilité du chef d'orchestre, c'est d'unifier les interprètes, de fixer les tempos, d'exécuter les préparations des temps clairs et d'écouter de manière critique et de façonner les sons de l'ensemble. Comme celui-là parle avec tous, même en neurone inhibiteur, il parle avec tous les neurones principaux du réseau. Et du coup, le résultat, c'est celui-là, que quand lui parle, tous les autres ne parlent pas, et du coup, là, il y a cette orchestration induite par l'inhibition, en fait, qui s'est générée par celui-là, sous tous les neurones qui sont à côté. Et du coup, toute cette partie du réseau, c'est synchronisé. Okay? Là, je vous montre cet interneuron inhibiteur qui sont spectaculairement diversifiés. Du coup, là, encore une diversité énormément. Ça, c'est deux familles d'interneurones. En fait, il y a beaucoup des années que beaucoup de monde a travaillé sur ça pour classifier. Et la dernière classification qu'on a, c'est celui-là. Du coup, dans chaque cortex entre nous, il y a toute cette famille. Chaque famille, c'est une couleur différente, des neurones inhibiteurs. Et chaque famille est différente par exactement par la propriété qu'ils ont, au niveau génétique, au niveau morphologique, au niveau des propriétés. Et ça, c'était en fait Ramon y Cajal, qui est considéré un peu le père de la neurosciences moderne, qui a défini les neurones inhibiteurs du cortex cérébral comme les papillons de l'âme. Alors, comment ça marche? On va faire un exercice un peu de simplification. On a 1 milliard de types de neurones inhibiteurs. Ok, maintenant on va simplifier. Et simplifier, on a le traitement de l'information, chaque neurone principal. Il arrive l'information, il arrive sur le dendrite, sur l'antenne
qu'ils sont, et après l'information est traitée par ce câble, il arrive jusqu'ici, il y a un autre spike qui est ou pas généré, et après il sort. Et là, on peut mettre un filtre à ce niveau-là, où il y a la bouche des neurones, et de ces interneurones que nous, les scientifiques, a toujours cet énormément manque de fantaisie pour l'appeler, les PV, les CCK, les VIP, les SST, toutes ces beautiful acronymes. Et du coup, là, cet neuron cible la région autour du corps cellulaire, il module la capacité de parler des neurones principaux. Après, il y a des autres qui s'appellent les SST, par exemple, qui modulent la capacité d'écoute, parce qu'ils vont inhiber l'information quand il arrive, et là, ils vont inhiber l'information quand il sort. Du coup, il y a cette énorme diversité vraiment liée à la fonction de qu'est-ce qu'ils font, en fait. Et après, il y a des autres qui sont spécifiés pour cibler des autres interneurones. Du coup, ce sont neurones inhibiteurs qui inhibent autres neurones inhibiteurs. Du coup, c'est l'inhibition de l'inhibition. Du coup, là, on va générer, on a 10 inhibitions. Là, c'est un bordel génial. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On simplifie encore un peu. On va simplifier un peu. On va seulement regarder ces deux là-bas. On a celui-là qui contrôle l'output, ça c'est là qui contrôle l'input, du coup là, ça qui contrôle la sortie, ça qui contrôle l'entrée de l'information. Ok, et ça exactement qu'est-ce que je disais avant, c'est le pauvre ici qui se sent intelligent, en fait, c'est vraiment les parrains de donne qui en fait il a besoin de son conseiller, hein, de chaque fois de chaque parole qu'il doit dire. Et maintenant, celui-là sont très importants, celui-là, pour la synchronisation du réseau neuronal, pour synchroniser beaucoup de ces neurones-là. Et celui-là, en fait, c'est qui contrôle l'information qui entre, et c'est très important, par exemple, la mémoire de travail. C'est la mémoire, par exemple, qui nous aide à faire toutes les calculations par tête, ou à parler français comme moi, comme je ne parle pas français. Et là, chez la souris, on ne peut pas lui demander de faire des calculs, mais en fait, il y a un test comportemental, par exemple, la reconnaissance d'un objet nouveau, qui c'est un test très important qui décode la mémoire de travail. Et je vous montre comment ça marche. Là, un exemple, on a 3 de ces neurones principaux qui sont contrôlés par un de ces neurones uniques. Ça, c'est le chef d'orchestre et 3 joueurs de violon. Et là, vous voyez que l'activité est totalement, des 3, totalement désorganisée. Après, celui-là, il donne 3 spikes, tac, 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 et ce que ça sort, en fait, c'est que 4, en fait, qui, les autres, ils se mettent exactement à suivre ce que celui-là, ils disent, en fait. Et là, c'est vraiment la synchronisation. Et si on multiplie ça pour 300, 400, un neuron va contrôler l'activité des 400 neurones. Tous les réseaux vont être exactement comme ça. OK? Et ça marche comme ça. Non, imaginons qu'il y en a 2 de ça, contrôlant 2. Là, il y a 2 réseaux, micro-réseaux. Ça, c'est le neurone inhibiteur. Ça, c'est le neurone excitateur. Et maintenant, il arrive un input visuel, quelque chose, les grillons. La souris voit les grillons, il arrive et part, il arrive comme ça. Tous les neurones, ils commencent à déclencher de façon totalement désorganisée. Okay? Et en fait, pour le fait qu'ils sont bien synchronisés, les deux, et vont inhiber des trucs, et ce qui se sort, en fait, c'est que les systèmes, les réseaux, ils commencent à générer des rythmes. Il y a des oscillations. Et il y a oscillation, qui c'est le résultat de cette synchronisation. Mais qu'est-ce que sont ces oscillations? Ce sont les cosidettes, qu'on dit en français, cosidettes, je ne sais pas, les ondettes? Hein? Je sais pas. Cosidettes, ça veut dire soto. Les ondettes. The reason for being. Non. Sont nommés. Merci. Ça s'appelle rythme cérébraux.
Dites comme ça. Dites comme ça. Les rythmes cérébraux. Ce sont les rythmes du cerveau qui sont plus vieilles de l'histoire de la neuroscience. Si on met un casque des électrodes sur la tête de chacun, même de la souris, et on regarde et on va mesurer, et il sort beaucoup d'ondes. Il y a cet rythme corticaux. Ces rythmes corticaux sont très très importants parce qu'en fait sont sous-tendent plusieurs états. Du coup là on a par exemple pendant le sommeil, quand on n'est pas trop un peu endormi ou unconscious. Ça c'est par exemple quand on nous demande de fermer les yeux mais on est éveillé. Après il y a pour la concentration le bêta. Les gamma sont très importants pour la perception sensorielle, pour l'attention et pour beaucoup d'autres choses cognitives. Et vous voyez, oscillation, ça veut dire en fait fréquence. Il y a différentes fréquences, il y a ondes lentes et ondes rapides. On va voir, par exemple, les gamma, qui sont les plus rapides, non? Et sont des ondes qui, il arrive quand, par exemple, une souris regarde un stimulus visuel. La première chose qui sort, si on a des électrodes qu'on peut mesurer l'activité de son cerveau, on a instantanément l'activité de cette oscillation rapide gamma. À quoi sert cette gamma oscillation, cet rythme gamma? Par exemple, je vous montre une manip, la souris, il court sous cette disque, vous voyez, et quand il court, il bouge le stimulus. Maintenant, si c'est vertical, il va prendre la récompense, il s'arrête, là, il prend la récompense, et après il court. Il court. Ok, là il montre, non, ça c'est pas bon. Même pas, parce que c'est pas vertical, mais c'est 45 degrés. Non, pas bon. Ah, man, pas bon. Même pas. Toujours pas. Ah, voilà, et ça arrête, il arrête. Il prend la récompense et continue. Du coup, en utilisant ces sons, la vision, l'oscillation gamma en fait, qui déclenche ici, la souris construit une représentation neuronale d'où quoi qui sera utilisé pour faire la récompense. Okay? Et ça, c'est très important. Et cette oscillation gamma, comme on a vu, cette oscillation gamma sont orchestrées par l'inhibition, l'interneuron inhibiteur. Sans cet neuron inhibiteur, cette oscillation gamma ne peut pas comprendre en fait la nature de cette stimulation. Et c'est l'oscillation gamma, ils ont postulé l'oscillation gamma qui dérive de cet interneuron, okay, de cet neuron inhibiteur, de cette façon d'inhiber la bouche du neuron principal, très important pour générer, fournir un mécanisme de la perception. Si nous on perçoit quelque chose comme un tigre, et après ce tigre bouge, tous les composants de ce que nous percevons sont décodifiés par différents aires corticaux. Il y a la partie qui s'appelle V1, la partie qui s'appelle V4, la partie qui s'appelle V5, la partie qui s'appelle ET. Ce sont tous des aires visuelles qui en fait décodent pour les mouvements, pour la forme, pour la couleur, pour la présence ou pas du stripes. Et ça, après, doit être mis tous ensemble, pour donner le percept. C'est un tigre, c'est jaune, il bouge, il arrive vers moi, il me va manger. Okay? Et du coup, là, c'est ça, exactement ça c'est exactement ça. Et ça, c'est fait parce qu'en fait, cette binding, les liaisons temporelles entre différentes zones du cortex sont synchronisées grâce à cette oscillation gamma qui donne les perspectives. Du coup, le traitement sensoriel, il arrive, il est déclenché sur différentes zones corticales, et après, tous ensemble génèrent le percept, la perception en fait. Mais qu'est-ce que ça passe en fait quand on a des problèmes avec ce gamma oscillation? Par exemple, ça c'est un problème, par exemple, dans la schizophrénie. Alors ça c'est un sujet humain.
c'est un sujet humain schizophrène et qui doit faire une détection entre face, visage et pas des visages, face, no face detection. Ça, cette stimulus visuel contient toutes les mêmes informations psychophysiques en fait, mais ça c'est un visage et ça c'est pas un visage. Et quand il doit décider de répondre à des questions, est-ce que c'est un visage, pas un visage, et il y a cette explosion des pouvoirs en fait dans les régions de gamma. Ça c'est une façon de voir, parce que le patient il a beaucoup d'électrodes dans sa tête, il voit cette explosion dans 80 et 100 Hz, ça c'est vraiment gamma. Et les sujets avec une schizophrénie en fait ils ont une capacité de ils ont le pouvoir de l'oscillation gamma est beaucoup moins développé. Et en fait, les oscillations gamma sont devenus des biomarqueurs pour des sujets schizophrènes, en fait, pour ça et pour des tests d'attention. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? C'est des intensités? C'est exactement ça, c'est l'intensité, ça c'est une Fourier transform des signaux qui proviennent de captés par les électrodes. Après, ils viennent séparés par le traitement du signal dans différentes fréquences. Et vous voyez qu'en fait, au niveau de la fréquence qui est entre 80 et 100, ça c'est vraiment gamma rapide, il y a le pouvoir, plus est chaude, plus est rouge et plus importante. Okay. C'est le signal électrique qui a une plus grande amplitude. Oui, ça c'est le signal électrique qui vient quand on met une casse d'électrode et fait une EEG à un patient, un sujet qui n'est pas un patient. Dans le signal de la crise d'épilepsie que vous avez montré, on voit c'est normé ou alors, ça, la crise épileptique que je vais vous montrer, c'était une crise épileptique que j'ai fait en fait sous un neuron seul. Ouais, c'était pas dans une EEG. Mais dans l'EEG, si là on a une crise épileptique, ça va être tout augmente. Là, ça va être une explosion dans toutes les fréquences. Ouais. Et cette réduction d'intensité, de l'oscillation gamma en fait est due au déficit de ces neurones GABAergiques, des neurones inhibiteurs, qui ils ont des défaillances au niveau de la synapse inhibitrice. Okay? Du coup, cette diversité, c'est suffit en fait d'avoir une défaillance synaptique d'une sous-type pour avoir, par exemple, pour déclencher une maladie comme ça. Là, je vous montre, ça sont des autoportraits de Vincent van Gogh pendant sa vie. Lui, il souffrait de beaucoup de maladies psychiatriques, y compris en fait des tests schizophrènes. Et ça, c'est au début de sa carrière, en fait, c'est de 1800 quelque chose. Vous voyez, en fait, que comme il a évolué sa façon de sa peinture, ils ont analysé le contraste, on dit en français contraste, en fait, entre la couleur, entre les coupes de pinceau, en fait, pendant ces premiers et pendant toute sa vie, en fait. Et si vous voyez, les contrastes, ok, ça s'appelle autocorrelation, mais en fait, c'est les contrastes de la pente. Vous voyez qu'au début, cet contraste, c'était typique de la peinture de cette période de 1800. Et après, il avait cette pic de contraste énorme, surtout quand lui, il s'est boivé l'absinthe qu'il prenait quand il y avait des crises psychiatriques, des épisodes, des psychoses très très graves. Et un de ça, en fait, je pense celui-là ou celui-là,
c'est quand en fait il a donné un coup de couteau à Gauguin parce qu'il était complètement en confusion pour ses psychoses. Et ça, c'est la survenue de symptômes psychiatriques exactement comme lui après, il prenait l'absinthe pour se courir et ça, il venait traiter avec des substances qui vont à calmer les neurones inhibiteurs que je viens de vous parler. Du coup, la manifestation des périodes psychotiques de Van Gogh a probablement altéré les traitements de l'information sensorielle visuelle de Van Gogh. Du coup, il changeait, comme lui, il composait un tableau, parce qu'il voyait différemment quand il avait cette crise psychotique. Et si on passe j'ai 2-3 diapos sur cette partie, en fait, on a vu la fonction de celui-là, la fonction des neurones A, basket cell, s'appelle, c'est pas grave, je peux même appeler Pietro, Riccardo ou pas. Et celui-là, en fait, qui s'appelle, je ne sais pas, je ne sais pas. Et ça, c'est pour la mémoire. Ça, c'est qui va inhiber, en fait, les formations quand ils rentrent dans les neurones. Et nous, on avait vu, en fait, pas nous, mais aussi les autres, que là, ces neurones ici utilisent un composant spécifique qui s'appelle alpha 5. Ok, c'est un composant de récepteur de GABA de neurotransmetteur, mais ce n'est pas important. Il s'appelle alpha 5. Et ce que c'est important, c'est que cet composant est présent à cette synapse ici, mais pas à cette autre synapse de ces neurones qu'il fait avec des autres types de neurones. Du coup, il y a une diversité aussi moléculaire, une diversité de R, une diversité des circuits, une diversité des cellules, de type cellulaire, et maintenant on a une diversité moléculaire à ce niveau-là, de cette synapse, qui sont particulièrement utilisant cette alpha 5. Il y a une drogue qui s'appelle alpha 5 inverse agonist, ou agoniste inverse, c'est une drogue qui bloque cette synapse ici, et que c'est très important parce qu'on va voir s'il va modifier les comportements de la souris quand on doit faire un test de mémoire. Ce test de mémoire est très simple. On met la souris avec deux objets qui sont identiques, et lui, il va explorer, la souris est curieuse, elle va explorer les objets. Après, on prend un des deux et le va remplacer avec un nouvel objet. Du coup, là, lui, il retient la mémoire de l'objet qu'il a appris, et du coup, il a exploré il prend plusieurs temps à explorer le nouvel objet. Ça s'appelle Novel Object Recognition, et c'est un test de mémoire de travail. Vous voyez, l'exploration, le temps qu'il prend de l'exploration est plus important avec les normes. Et du coup, là, on a étudié cette surinhibition dans un modèle de souris qui porte la trisomie de Down, et qui ils ont beaucoup de déficits intellectuels, des comportements qui sont reconduisibles à la trisomie humaine. Et un de ça, en fait, c'est la capacité de retenir la mémoire du travail, working memory, et parce que la souris, par exemple, quand on voit la performance dans ce test que je vais vous montrer, est complètement zéro, en fait, dans ce modèle de souris trisomique. Mais si à ce test, à ces souris trisomiques, on lui donne cette drogue qui bloque cette composant spécifique qui contient alpha 5, on a un effet énorme, même sous le contrôle, mais aussi sous la souris qui est trisomique. Et on a beaucoup fait des manips sur ça. Il y a une surinhibition dendritique, une surinhibition sur les antennes des neurones dans la trisomie, qui sont aidées par la synapse qui contient cette composant alpha 5. Et ça, c'est les travaux qu'on a fait dans le labo, qui, on peut le voir. En fait, ça, c'est dans les souris trisomiques. Cette courbe que vous voyez, c'est la réponse synaptique de la souris, exactement de la souris trisomique, est plus importante. Du coup, ils ont besoin d'avoir cette bloquant pour reporter la situation de comme ça à comme ça.
Et ça va aider le comportement de sous la mémoire. Du coup, la restauration des déficiences intellectuelles dépendantes de alpha 5 dans la trisomie des Down pourrait dépendre d'une synapse spécifique. Mais ce n'est pas qu'il y a une synapse, c'est un syndrome, c'est une situation très 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 complexe. Mais on a vu que, par exemple, ces cellules-là peuvent aider certains symptômes de déficit intellectuel. Et peut-être que les autres composants synaptiques sont pertinents pour d'autres maladies cérébrales qui sont caractérisées par des déficiences intellectuelles. Ok, je finis ici. J'espère que je vous ai donné un petit, comment on dit, quelques messages clés à retenir. Alors, il y a la diversité est une caractéristique distincte du cortex cérébral. Du coup, diversité est très importante. L'inhibition est essentielle parce qu'ils soutiennent beaucoup de fonctions cognitives et qui dépendent d'une riche diversité des types de neurones qui établissent des connexions sur un plan très spécifique. Du coup, la diversité à multi-échelle. Ça nous donne beaucoup mal à la tête à nous les chercheurs pour vraiment comprendre, pour dessiner un tableau définitif. Et cette spécificité des connectivités synaptiques, surtout la synchronie du réseau, les activités rythmiques spécifiques, la mémoire de travail par exemple, et les déficits peuvent entraîner des maladies cérébrales spécifiques, par exemple la schizophrénie ou les troubles intellectuels. Alors, je vous laisse avec ça. Ça, c'est la danse des neurones, comme les titres que vous donnez. Ça, c'est des neurones qui dansent, en fait, sous un microscope dans une chauve-souris qui ça, c'est un neuron de contexte visuel. Et notre capacité à comprendre et interpréter les mondes qui nous entourent nous a adaptés à ces changements constants et les résultats de l'activité des danses de notre neurones, des oscillations. Je voudrais remercier mon équipe à l'ICM. En fait, c'est eux qui font tout le travail. Et nous, on parle de son travail, de notre travail, très mal, comme moi maintenant. Et surtout, je voudrais remercier aussi l'Institut Sauveur qui nous donne la possibilité de faire ce travail et des collaborateurs. Et c'est ça. Si vous avez des questions, je suis là.